Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, Nouvelles frontières. Jean-Marie Charon. Les effets de la mutation liée au développement du numérique sont désormais substantiels pour les médias et tout particulièrement la presse écrite. En 2015, la diffusion de la presse écrite recule de près de 4%, ACPM, faisant suite à une décennie de baisse ininterrompue. De leur côté, les ressources publicitaires continuent de se contracter pour les médias. Pour la presse écrite, le rythme est extrêmement sévère, soit -7% en 2015, IREP. C'est dire que la question de la monétisation de l'information sur les différents supports numériques est devenue cruciale. Dans cette monétisation interviennent des innovations dans les modes de commercialisation, telles que la vente d'articles à l'unité. Cependant, au moment où toute information de base a vocation à être gratuite, la monétisation repose largement sur la notion d'information à valeur ajoutée et l'innovation éditoriale qui la sous-tend. Innovation commerciale, innovation éditoriale, l'une et l'autre imposent aux médias, aux rédactions, aux journalistes d'imaginer de nouvelles pratiques, de nouvelles formes d'organisation, de nouveaux rapports entre professionnels, comme avec le public. Elles imposent de repenser les frontières des uns et des autres, et d'en imaginer de nouvelles. Telle était l'ambition de la 6e Conférence nationale des métiers du journalisme, qui s'est tenue les 1er et 2 octobre 2015 au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Nouvelles frontières et nouveaux acteurs de l'information. La première question posée fut celle des acteurs de l'information, qu'il s'agisse d'éditeurs ou de start-UPS intervenant aux côtés des médias, sans oublier la place des intermédiaires, infomédiaires qui se sont imposés dans l'univers de l'Internet. À ce niveau, les frontières portent sur les contours et les contenus des activités des uns et des autres, les formes d'organisation, voire le statut juridique d'éditeurs d'information ou de fournisseurs de contenu, notamment. Concernant les éditeurs d'information, le rapport Presse et numérique, l'invention d'un nouvel écosystème, Jean-Marie Charon, mettait en évidence plusieurs transformations sensibles dans les pratiques des journalistes et l'activité des rédactions. Les pure players d'information sont ainsi des lieux où s'affirme une large polyvalence pour les journalistes en même temps qu'ils doivent coproduire avec d'autres professionnels non journalistes, développeurs, professionnels du visuel, etc. Assez inédite s'y affirme également la figure du journaliste entrepreneur, créateur et manager de son média. Les start-UPS d'information, sorte de laboratoire, Stéphane Saulnier d'Ask Media parle de laboratoire externalisé de création éditoriale, font ressortir un profil de journaliste plutôt inédit, particulièrement investi dans la recherche, la création et l'expérimentation, confèrent également Karen Bastien, Florent Morin. Les pure players de contenu, qui associent services et information, refusant le statut d'éditeur de presse, développent quant à eux des organisations dans lesquelles les personnes, producteurs d'informations, plusieurs centaines, sont à la fois responsables des audiences générées par leurs articles et des ressources publicitaires qu'ils recueillent. Les tensions sur les modèles économiques, conjuguées à un mode de recherche de l'information plus souvent horizontal, contribuent à penser et expérimenter un modèle de rédaction ouverte, à des professionnels non journalistes, à des experts, aux utilisateurs. Une forme de coproduction de l'information avec le public s'invente chez divers éditeurs et start-UPS. C'est dire que tendanciellement le journalisme ne s'identifie plus par une technicité, une expertise intellectuelle ou un type d'écriture, mais bien par son rôle de médiateur entre la réalité, le monde et le public, confère Arnaud Le Gall. Ne faut-il pas dès lors revenir à une réflexion collective sur le statut du journaliste ? L'approche historique, adoptée par Denis Ruellan, permet de penser le journalisme comme un amalgame d'individus, fluides, plastiques, dans lequel interviennent les fruits de luttes collectives sur au moins un siècle et demi. Cet amalgame bouge dans le temps, en même temps qu'il présente une certaine stabilité. Parmi les stabilités figure l'exclusion de la communication et la fonction publique. En revanche, la notion d'entreprise salariant le journaliste a beaucoup évolué, sachant que la tendance est à l'extension du domaine journalistique. Dans la durée, la relation au salariat, la discontinuité dans l'emploi et la recherche d'autonomie interagissent. La figure du pigiste concentre à cet égard nombre de ces tensions. Le pigiste peut connaître la discontinuité en intercalant des temps dans une autre activité.
Le pigiste peut symboliser une forme d'indépendance, qui induirait une certaine dissolution du lien de subordination. Or, précisément, plusieurs recherches récentes font apparaître l'emploi pigiste beaucoup plus important quantitativement que ne le montre la commission de la carte, soit 38%. Voire plus, en repartant des données de la caisse audience. Parmi les constantes et évolutions pour les journalistes, intervient la question de la relation qu'entretiennent ceux-ci avec leur métier. Soit la question du bonheur ou de la joie au travail, dont plusieurs travaux sociologiques montrent la place du contrôle de l'opérateur sur ce qu'il réalise, de sa compréhension et de la maîtrise des finalités de son activité, de la mise en jeu de sa responsabilité, qui correspond au rapport que les journalistes entretiennent avec leur travail. Même s'il y a un prix à payer pour cette autonomie, cette créativité, cette autorité sur le produit de son effort. Ce prix peut être notamment, particulièrement aujourd'hui, celui de la discontinuité, à l'exemple significatif du photojournaliste qui entend se consacrer au reportage. D'aucuns peuvent faire le choix de quitter le journalisme, en tant que travail en entreprise, pour le pratiquer autrement, le pratiquer tel qu'on l'entend. Constance et évolution dans ces formes d'un journalisme qui travaille la frontière entre salariat et indépendance, subordination et autonomie. Les nouvelles frontières pour les acteurs de l'écosystème en train de se constituer, ce sont des activités qui s'élargissent pour les entreprises éditrices d'information. Ces activités peuvent être des services comme la formation, le conseil, l'organisation de colloques, etc., ou encore de l'événementiel, rencontres sportives, festivals musicaux, forums, etc. Dans ce domaine, le groupe Amaury fut un précurseur. Le Télégramme est un exemple de réussite plus récent, de même que le groupe Les Échos. Chez ce dernier, des journalistes peuvent désormais être investis principalement ou complètement dans des activités éditoriales complémentaires ou de services, études, formations, salons, etc., en cohérence avec la spécialité de l'éditeur, en l'occurrence l'économie, Arnaud Le Gall. Des startups UPS de services interviennent désormais dans la monétisation, commercialisation, de l'information. L'offre d'abonnement numérique sur différents supports existe déjà depuis près d'une décennie. Une offre de commercialisation à l'article, Ducos Van Lanchot, coïnciderait davantage avec une transformation des usages en matière de recherche d'informations de type horizontal. À l'offreur de ce type de service de proposer une forme d'accès facilité, pour une diversité d'informations attractives pour l'utilisateur, comme pour les éditeurs, soit le défi dans lequel est engagé Blendle. Sur ce terrain, les startups UPS pourraient bien rencontrer les intermédiaires, qui se sont intercalés entre les médias et les utilisateurs, ou infomédiaires. Orange, David Lacomblède, dit ainsi étudier une formule d'accès à l'information confortable, offre packagée, pour ses utilisateurs et suffisamment rémunératrice pour les éditeurs fragilisés dans un contexte de bouleversement de leur économie. Orange précisément, dit penser sa relation avec les médias comme un partenariat, dans lequel l'infomédiaire contribue à la fois à l'accès aux médias d'information par l'entremise du kiosque de presse, achète des contenus d'agences, AFP ou de médias, Slate, etc., voire coédite des programmes, avec Le Figaro par exemple. Les infomédiaires, à commencer par les fournisseurs d'accès Internet, FAI, sont en effet présents directement ou indirectement dans l'offre d'information au travers de leur portail. Certains tels AOL ou Yahoo ont très tôt pris une place dans la production d'informations, constituant parfois des rédactions aux effectifs significatifs, principalement aux États-Unis. Depuis, les positions des uns et des autres fluctuent sur ce point avec des avancées et des reculs. Plutôt des reculs ces derniers temps, le modèle du partenariat paraissant davantage s'imposer, y compris chez les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. De ce fait, ces derniers interviennent de plus en plus significativement sur les conditions de produire, innover et monétiser l'information. Coopération dans la production de l'information. L'observation des pure players d'information, comme des startups UPS contribuant au contenu, laisse donc à penser que parmi les nouvelles frontières du journalisme figure en bonne place la coopération avec d'autres professionnels du visuel, de l'informatique, des statistiques, de la documentation, etc. Benoît Califano parle à ce propos de formidables laboratoires d'apprentissage des langues, d'autres spécialités et professionnels.
De là à poser la question même d'une coproduction entre journalistes et de nouveaux contributeurs à la réalisation de contenu, il faut peut-être se garder d'étendre à l'ensemble des médias ce qui aujourd'hui se vit dans des formes de laboratoire de l'information numérique, principalement en presse écrite et numérique. À partir de leurs propres recherches, Chloé Salle et Laurie Schmidt s'appuient sur des enquêtes concrètes, afin de situer ces hypothèses d'évolution davantage au cœur des entreprises de médias d'information. Première observation, il y avait déjà coopération entre journalistes et d'autres spécialités telles que le graphisme. Cette coopération avait mis en évidence des modes de relations non égalitaires, que l'on retrouve dans la réalisation de contenus informatifs du web. Ces derniers apparaissent encore aujourd'hui davantage comme des essais tactiques pour renouveler ou préserver leur attractivité, mais bien souvent sans persévérance et régularité. Il est possible de s'interroger pour savoir si les nouvelles compétences requises apportées par des spécialistes extérieurs au journalisme constituent des formes de coproduction inédites ou sont simplement agglomérées au savoir-faire des journalistes, devenus hybrides. Dans nombre d'entreprises de médias, l'exploration de nouvelles pratiques liées au numérique se fait davantage au coup par coup, générant de multiples situations dans lesquelles la notion de coopération convient mieux à la réalité que celle de coproduction. Une entrée possible dans ces différentes configurations de coopération consistait à partir de nouveaux objets éditoriaux ou de nouvelles approches propres au numérique, en l'occurrence la data visualisation, les news games, de nouvelles formes narratives et enfin le référencement. Parmi les nouveaux formats médiatiques, la data visualisation apparaît comme le lieu par excellence de la coopération de compétences diversifiées. C'est ce qu'exprime parfaitement la création et le développement de Wedodata, Karen Bastien, où s'additionnent les compétences de journalistes avec d'autres spécialités, notamment infographes, géographes, développeurs, statisticiens, etc. Parallèlement se rencontrent des formations et des itinéraires pluriels et complémentaires, centraliens, diplômés des Gobelins, anciens journalistes et cadres rédactionnels de Libération, etc. Le News Game, objet interactif de transmission de l'information, constituait une seconde forme de réalisation éditoriale où coopèrent journalistes, développeurs, spécialistes du jeu, graphistes. Florent Morin, fondateur de The Pixel Hunt, au regard d'expériences passées aux côtés de la rédaction du Monde, s'interroge également sur l'apport de spécialistes de marketing éditorial, afin que ces innovations trouvent réellement leur public. Dans sa démarche pour accompagner la créativité des journalistes en matière de narration et d'interactivité, Racontre, Grégoire Sierra mobilise les mêmes compétences en développement, graphisme, toute spécialité du multimédia. La coopération intervient dans un partenariat avec des médias et leur rédaction. Au-delà, comme dans les expériences précédentes, il s'opère un va-et-vient fructueux entre médias et hors médias, individus, associations, écoles, institutions. Pour Guillaume Giraudet-Bacchioli, le développement de l'audience et le référencement sur le numérique passent par un travail d'accompagnement des rédactions. Les spécialistes en SEO travaillent avec les journalistes à court terme pour leur fournir des outils d'analyse, des briques. À plus longue échéance, ils sont à même de poser avec eux les questions des finalités des publications et des arbitrages à opérer, entre audience et intérêt du public. Ces différentes expériences de coopération de professionnels concourant à l'information posent, comme le souligne Jean-Christophe Boulanger, la question de l'internalisation ou de l'externalisation de démarches à caractère expérimental, sachant que les unes et les autres cohabitent chez les éditeurs adhérents du SPIL, syndicat de la presse d'information en ligne, dont il assure la présidence. Une autre interrogation concerne précisément le caractère expérimental, alors que des régularités doivent être recherchées, afin notamment d'identifier les approches et réalisations infructueuses. Une interaction entre les journalistes et leur public. Une nouvelle frontière par excellence du journalisme est celle qui distingue le professionnel de l'information de l'amateur, quel qu'il soit, expert ou récepteur ordinaire du contenu des médias. Autrement dit, le ou les publics. Or, venant de la distinction précise entre l'un et l'autre, les médias d'information entrent dans différentes configurations de coopération. Pascal Guéné rappelle à cet égard que cette histoire de coopération est parallèle à celle de l'Internet recouvrant des formes aussi variées que la création de Oh My News en 2000,
que la vague des blogs ou la création des premiers sites dits participatifs tels Rue 89, en France. Pour observer les transformations de cette relation entre les rédactions et leur public, il était intéressant de se tourner vers l'expérience de titres anglo-saxons, plus avancés dans ce domaine que leurs homologues français, qu'il s'agisse de leur organisation ou de leur offre éditoriale. Parmi ceux-ci, une nouvelle fois la CNMJ fit appel à John Henley pour The Guardian, tant ce titre occupe une place de choix dans les formes de transformation de la relation entre journalistes et public. John Henley n'hésite pas à affirmer que les lecteurs du Guardian sont devenus nos experts, nos correcteurs, nos vérificateurs, nos contributeurs et nos distributeurs via les réseaux sociaux. D'où une nécessaire transformation des rédactions pour inventer un open journalism. Concrètement, cela impliquait la création d'un service spécialisé dans la relation au public, l'installation de journalistes spécialisés en communauté engagement dans chaque service, le développement de modalités de contact avec les véritables experts, l'ouverture d'une section spéciale dite Guardian Witness, dans laquelle les internautes peuvent déposer toute forme de contenu. Dans un tel espace dédié, le journal pense pouvoir attirer des scoops, identifier des sujets non perçus par la rédaction, aller plus loin dans le traitement de sujets et enfin obtenir des témoignages sur des sujets forts. Les réseaux sociaux sont un espace privilégié d'observation de la mutation qui s'opère dans la relation journaliste et public. Valérie Jeanne Perrier suit l'appropriation de ceux-ci par les journalistes depuis leur origine. Elle identifie 7 moments au cours desquels représentation, pratiques et modalités de relation avec le public se reconfigurent. Le moment pionnier est à la fois celui de la découverte et d'une transparence à propos de la production journalistique, dans un échange avec le public dominé par la confiance et la proximité. Lui succède un moment de formalisation des pratiques et d'attention portée à l'image individuelle du journaliste. Suivra un moment de promotion des contenus de leurs médias, en même temps que les journalistes investis dans les réseaux sociaux s'en font des évangélisateurs. Un autre moment consiste dans l'affirmation de la présence et de l'identité du média pour les journalistes qui le représentent sur les réseaux. Vient le moment d'une prise de conscience du supplément de travail généré par cette relation à un public qui peut manifester des attitudes très violentes. Soit la tentation d'une prise de distance. Logiquement, un moment de désenchantement, voire de rupture ou de distanciation s'imposera dans lequel le journaliste se contente de relayer les productions de son média sur des réseaux sociaux perçus comme incontournables. Cela n'empêcherait pas le retour d'un moment pionnier, appuyé sur de nouveaux outils et nouveaux réseaux. En matière d'utilisation des réseaux sociaux, la BBC, Sylvia Costello, a une expérience déjà longue des conditions d'accès au contenu amateur et des outils de vérification de ceux-ci. Celle-ci débute avec les attentats de Londres de 2005, en passant par les mobilisations iraniennes de 2009, les printemps arabes, la Syrie, etc. Aujourd'hui, la question est plutôt celle de la multiplication de réseaux fermés, difficilement accessibles pour un média. Dans le cas du Monde, Cécile Prieur, la rencontre des événements les plus dramatiques, là aussi des attentats, ceux de Paris de janvier 2015, passe par l'organisation de live. Lors de ces événements, le flux des réseaux sociaux pose la question des médias d'information comme lieu de validation, avec la nécessité d'assumer le on ne sait pas, tout comme de démonter les rumeurs par des papiers spécifiques des décodeurs. En même temps, le live est lieu de témoignage, du public comme d'un réseau de journalistes répartis dans toute l'Europe qui vont Twitter 24 heures durant lors de l'opération #Jour de migrants. Utilisation de Twitter par des journalistes qui fait écho au tweet trip mis en œuvre par John Henley. France TV Info devait faire du live un mode de traitement éditorial permanent, forme de conversation en continu entre un journaliste et le public, Bastien Hugues, qui peut questionner, demander des explications, alerter, mais aussi apporter ses témoignages, commentaires, réactions, photos, vidéos, ou encore une expertise sur un domaine précis. Cette conversation offre une opportunité de transparence, à l'heure du manque de confiance à l'égard des journalistes. Elle permet notamment la tenue de live tweets de journalistes des chaînes, notamment sur la manière dont ils ont réalisé un reportage, une enquête, opéré un tri dans les nouvelles. Pour le Huffington Post, Paul Ackerman, pure player d'information participatif, l'organisation et le fonctionnement sont centrés sur l'internaute. Non que les modes traditionnels d'expression de celui-ci, commentaires et blogs,
y jouent un rôle aussi important que par le passé, mais bien dans le retour sur ce qui intéresse le public, donc dans le choix des sujets et la manière de les traiter. Des outils spécifiques permettent d'identifier les tendances sur les réseaux sociaux, de même que le responsable de ceux-ci dans la rédaction devient celui qui distribue les sujets. Désormais les internautes sont devenus des sources régulières, comme le montrent les nombreux sujets qui naissent sur les réseaux sociaux avant d'être repris par les médias, comme la photo du jeune Aylan. C'est ce même principe de l'internaute source qui devait conduire à l'idée de Citizenside, Laura Placide. Il ne s'agit pas d'un site d'information, mais d'une plateforme de vérification de contenu, essentiellement photos et vidéos, issue d'une communauté de contributeurs où cohabitent professionnels et amateurs, ceux-ci étant proposés et commercialisés auprès des agences et des médias. La plateforme recherche sur les réseaux sociaux des auteurs de documents informatifs inédits, ne se contentant plus des seules propositions spontanées. Amateurs d'un site d'information, contributeurs semi-professionnels, en passant par différentes postures intermédiaires. Georges Sanro introduit l'idée de supporter de médias, dont on pourrait trouver une modalité dans le financement de ceux-ci, avec la notion de crowdfunding. Comment conclure ? Comment conclure face à un paysage aussi divers et évolutif ? Une nouvelle fois le parti pris a été de faire un pas de côté en confiant cette tâche à un regard extérieur, celui de Dominique Méda, professeur de sociologie à l'Université Paris-Dauphine, spécialiste du travail et de politique sociale. En préambule, Dominique Méda souligne le climat de sérénité qui a dominé les échanges, là où l'on pouvait attendre plutôt les craintes de substitution ou de disparition du journalisme. Devant la place prise par les questions de coopération, de coproduction ou l'évocation d'un écosystème, elle fait le parallèle avec les travaux d'Howard Baker, Les mondes des arts, à propos de la production des œuvres d'art dont il souligne la dimension collective. Avec la combinaison les thèmes de flou dans les frontières, d'aplatissement des hiérarchies, de rédactions ouvertes, de valorisation de la créativité, mais aussi de rejet de la grande entreprise, quotidien, groupe de presse ou d'audiovisuel, il faut se tourner vers des ouvrages anglo-saxons sur l'avenir du travail, The Future of Work, qui souligne toute une série de traits caractéristiques tels que le travail qui devient coopératif, le travail qui change complètement de nature, la disparition de l'organisation hiérarchique ou encore ubérisation de la société, etc. Avec quelles conséquences pour les travailleurs ? Au premier chef, la multiplication de travailleurs hors cadre institutionnel. Des emplois moins protecteurs, notamment en termes de temps de travail, avec en contrepartie une forme supposée de plaisir au travail, confère la valorisation du plaisir de l'innovation et de la création, des jeunes qui refuseraient les anciennes formes du travail. En fait, surtout le refus des grandes entreprises hiérarchisées, enfin la désintermédiation et intermédiation, avec la figure du fournisseur d'accès Internet ou des réseaux sociaux. Face à cela, le programme avancé par la sociologue du travail est clair. Refus de la désintermédiation, affirmation du métier en développant la professionnalité et la qualification. L'avenir du journalisme est dans la formation et la qualification, gage de la qualité de l'information. Belle feuille de route pour les prochaines conférences nationales des métiers du journalisme. La question des frontières dans la construction du journalisme. Denis Ruellan. CELSA, Université Paris-Sorbonne. Frontières, cela sous-entend mouvement, déplacement, lutte, front pionnier. Je vais aborder cet aspect essentiel de la construction du journalisme et de l'identité des journalistes français par 4 entrées. Je vais tout d'abord rappeler ce qu'on nomme journaliste, puis évoquer ce qui bouge, ce qui persiste et enfin ce que cela signifie. Ce que l'on nomme journaliste. Qu'appelle-t-on journaliste ? C'est le résultat d'un amalgame d'individus qui tiennent sous une appellation générique, fluide, plastique et toujours en mouvement permanent. Le mouvement s'effectue par rapprochement, mais aussi par éloignement des individus qui font évoluer le spectre des activités en rapport avec l'information et les médias. C'est également le fruit de luttes collectives pour l'imposition d'une nomination, qui passe par des tactiques d'amalgame. Particulièrement, les journalistes ont veillé à ne pas se couper des dimensions techniques et de diffusion pour conserver une autorité sur 2 étapes du processus, dominées par d'autres travailleurs particulièrement organisés en aval, les métiers techniques, les ouvriers.
Cela demeure vrai aujourd'hui. Les journalistes veillent à être présents à certaines étapes du processus. Nous avons pu le constater dans une étude récente réalisée avec l'UE de Lannion et qui portait sur les community managers. Les journalistes veillent à ce que ni les informaticiens ni le marketing ne viennent prendre le pas sur leur expertise éditoriale. Les frontières qui bougent. Mais c'est un amalgame qui bouge. Les travaux récents sur les usages de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, notamment ceux de Camille Dupuis, dont la thèse aborde la condition du journaliste comme salarié, mais aussi la jurisprudence, celle de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, CCIJP, ou bien encore celle de la Cour de cassation ou des tribunaux administratifs, montrent que cet amalgame présente une certaine stabilité tout en affichant une évolution. La stabilité tient essentiellement à l'exclusion de la communication et des fonctionnaires publics. Cela a été palpable dans certains débats, certes parfois anciens, sur l'attribution de la carte aux rédacteurs des collectivités territoriales, où il fallait clairement que ces rédacteurs soient distincts à la fois de la communication et de la fonction publique. On constate également des évolutions sensibles qui touchent au cadre de travail, notamment la notion d'entreprise de presse, d'entreprise médiatique, qui est maintenant envisagée de façon beaucoup plus large. Le lieu dans lequel travaille le journaliste n'est plus aussi restrictif qu'auparavant. La nature des activités s'est étendue. On le remarque par les dénominations des fonctions. Là encore, la jurisprudence montre que les débats pour savoir ce qu'est un journaliste font apparaître une appréciation beaucoup plus large. On le constate également avec l'évolution du lien de subordination, c'est-à-dire ce qui relie le salarié ou le travailleur à son employeur. Nous avons pu observer que le salariat n'est plus la seule forme de relation contractuelle. D'autres formes de rémunération se sont développées, sous forme de droits d'auteur, de factures, d'honoraires, etc. Au final, nous constatons un élargissement du domaine du journalisme qui illustre bien cet amalgame à l'œuvre et en extension. Ceci résulte de la très grande plasticité de la définition légale du journalisme et de la loi qui y est rattachée. La CCIJP en fait une lecture extrêmement rigoureuse, de même que les tribunaux qui sont parfois amenés à corriger ces travaux. Pourtant, l'extension du domaine journalistique semble inévitable. Les frontières qui persistent. Si l'on recherche une continuité particulière du journalisme en tant qu'espace de travail, on la trouve dans la discontinuité structurelle des carrières et des relations d'emploi pour une partie des journalistes ou de ceux qui se tiennent sous cette nomination. De façon structurelle, les carrières y sont discontinues. Certains appellent cela la précarité des journalistes. Faiza Naïd Bouda a soutenu en 2013 une thèse sur les pigistes, reconfiguration du champ journalistique et logique sociale, enjeu d'une représentation des journalistes pigistes en précaire, Université Stendhal, Grenoble, où elle montre qu'ils ne sont pas nécessairement précaires, mais s'inscrivent dans des formes d'emploi ponctuelles additionnées. Elle montre également que le pigisme est également une forme additionnelle complémentaire, qui vient d'ajouter à d'autres formes d'emploi qui ne sont pas nécessairement journalistiques. Faiza Naïd Bouda avance également un élément extrêmement important. Cette discontinuité dans la façon de pratiquer le journalisme sert à la fois de repoussoir et de valorisation de l'identité des journalistes. En effet, historiquement, les journalistes se sont toujours servis de la figure du pigiste pour lutter pour leurs droits. Pourtant, le pigiste présente également une image positive de l'identité des journalistes puisqu'il symbolise l'indépendance et la capacité à être autonomes vis-à-vis de leurs employeurs. Il y a donc un double mouvement. La volonté de régulariser, de stabiliser le journalisme, mais également une revendication qui vise à le considérer comme inscrit dans une certaine autonomie. Les deux lois fondatrices, celle de 1935 qui fonde et régularise le statut du journaliste et qui s'inscrit contre les irrégularités, les discontinuités et le pigisme, et la loi de 1974 qui la complète en régularisant les pigistes, montrent la persistance de ce phénomène sociologique très identitaire. Aujourd'hui, de nouvelles approches, par exemple, les travaux de Ségolène Frisk, de Christine Léteinturier, d'Olivier Pilmy et Jean-Louis Renoux, montrent l'importance de ces formes discontinues de travail qui, tout en dissolvant le lien de subordination, obligent aussi l'employeur. En effet,
Ce lien de subordination qui fait que le travailleur aliène une partie de son temps impose en retour à l'employeur à le rémunérer évidemment, mais aussi à le protéger dans son emploi. De ce fait, l'importance de ces formes discontinues de travail fait peser sur l'employé l'essentiel du risque de la relation d'emploi. Les travaux récents de Christine Léteinturier et Ségolène Frisk et l'ouvrage paru sous leur direction. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.